Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. Merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux pour assister au débat de la SITL sur la grande scène. Je me représente Frédéric Denry, journaliste, en particulier pour le magazine Marianne, où j'ai commis dans ma chronique hebdomadaire un papier sur le camion électrique pour qui a l'air de s'opérer un alignement des planètes et qui pose une question, mine de rien, celle de la souveraineté. On en a un peu parlé sur le débat d'avant, sur la transition énergétique, qui a finalement été assez notablement orienté sur l'électrique. L'électrique semble être, si ce n'est le Saint Graal, il faut se défier des Saint Graal. Hein. En France, on aime bien trouver les solutions uniques à tout. Ici, à la SITL, j'ai assisté au tout GNL, au tout GNC, au tout hydrogène. Et voilà, j'espère qu'on ne sera pas au tout électrique parce qu'il faut faire du tout électrique. On va voir ça maintenant, mesdames, messieurs. L'électrification du transport, état des lieux et avancées à venir avec Axel Nicolas Leménian, directeur, vous êtes directeur mobilité électrique chez EDF, bonjour. Bonjour. Marc Lejeune, vous êtes Business Intelligence Directeur chez Renault Trucks, bonjour. Pierre Pevion, vous êtes directeur de projet service aux entreprises à la DGE, pour résumer à Bercy. Et Nicolas Meunier, alors Pascal Pien n'est toujours pas là, on l'accueillera là s'il arrive, quand il arrive. Ou s'il arrive. Nicolas Meunier, vous êtes, pourquoi c'est toujours des titres en anglais, senior manager, responsable du pôle transport chez Carbone 4. On va commencer par vous, cher Nicolas. Déjà Carbone 4, pour nos amis qui ne connaîtraient pas, les autres entreprises ou services publics sont peut-être plus connus que Carbone 4. Je vous laisse faire l'article sur Carbone 4. Oui, alors Carbone 4, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est spécialisé dans la transition énergétique, transition environnementale, biodiversité. Comment est-ce qu'on accompagne tous les types d'acteurs, publics, privés, sur ces différents enjeux de transition? Alors justement, là on parle de l'électrique. Comment vous voyez les choses, Nicolas Meunier? Il y a un vrai alignement des planètes, c'est-à-dire qu'on semble aller vers, si ce n'est du tout électrique, mais peut-être à tout le moins une majorité d'électrique, ou est-ce qu'on est encore, on se berce encore d'illusions, comme on a pu le faire avec les autres sources d'énergie? Non, heureusement, ça évolue d'année en année. Donc effectivement, j'aime bien cette idée d'alignement des planètes dans le sens où il y a une vraie convergence de tous les acteurs publics, industriels, les différentes études là-dessus montrent qu'on va vers une majorité d'électrique. Ce ne sera pas du tout électrique, mais ce sera quand même très majoritairement électrique. Ce pour deux raisons. La première, c'est que c'est ce qui a l'un des meilleurs pouvoirs de décarbonation pour les camions en France. Et la deuxième, c'est l'enjeu de ressources. C'est-à-dire que le biogaz, par exemple, permet aussi une très forte décarbonation, mais il y a une ressource qui est limitée. C'est la même chose pour tous les autres types de biomasse qui, finalement, laisse la place, si on fait face à cette contrainte de ressources, à une électrique qui est majoritaire. C'est-à-dire que le gisement en gaz n'est pas suffisant pour espérer qu'il soit autrement que minoritaire. Disons que le gisement en gaz fait face à une concurrence d'usage qui est très forte. Celle de nous, du chauffage des logements? Exactement, mais aussi les applications industrielles. Il y a beaucoup d'industries qui utilisent le gaz. Et il y a d'autres usages qui sont prioritaires parce qu'on ne va pas pouvoir tout électrifier. Donc il faut aller vers le plus prioritaire. Et le transport, justement, on voit qu'on peut électrifier. Et d'année en année, on voit qu'on peut électrifier davantage de poids lourds. Donc, c'est la seule explication de cet alignement de planètes, où il y a aussi une offre sur le marché qui est enfin, si ce n'est accessible, du moins pertinente d'un point de vue énergétique, aboutie. C'est-à-dire, on ne va pas, je vous poserai la question après, Marc Lejeune, mais comment vous voyez les choses? On est à une maturité du marché, une maturité de l'offre en matière de batterie, en matière de transporteurs? Alors c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années à Carbone 4 qu'on suit ce sujet. Et on voit que les offres des constructeurs se développent et proposent des poids lourds qui ont de plus en plus d'autonomie, qui peuvent couvrir de plus en plus de cas d'usage différents. Mais il n'y a pas que les poids lourds, il y a aussi le développement des bandes de recharge qui s'est développé
Qui se multiplient, merci, c'est le terme que je cherchais. À la fois donc, en itinérance, mais aussi et surtout au dépôt, hein, puisque la recharge se fera surtout au dépôt. Il y a de plus en plus d'offres, notamment des offres, par exemple, d'effacement d'électricité qui permet d'avoir des prix un peu moins chers. Et peut-être que vous en reparlerez après. Donc, en fait, c'est un ensemble d'écosystèmes où chacun gagne en maturité dans les offres différentes. Et aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup de transporteurs, de logisticiens, on voit qu'il y a une maturité de ces acteurs-là qui, au début, ne voulaient vraiment pas entendre parler d'électrique et qui, maintenant, comprennent que c'est vraiment la voie de l'avenir. Donc on serait enfin sorti du paradoxe de l'œuf ou de la poule, où ici, à la SITL, j'étais le témoin de débat, où les constructeurs disaient « oui, mais non, si vous voulez que je fasse des camions, ben, déjà, il faut que j'ai des clients, puis il faut que j'ai des bornes », et les bornistes disaient ben, « si vous voulez des bornes, il faut des camions », et on n'en sortait pas, là on en sort. Alors, on sort en tout cas, on a déjà une visibilité et une trajectoire qui est plus claire sur vers où on veut aller. Maintenant, la question du comment, c'est là où c'est le vrai challenge actuel. C'est-à-dire que il va falloir massifier l'électrification des poids lourds de manière très forte. Et aujourd'hui, on a quand même encore, on est dans le début de la courbe. Il va falloir accélérer, surtout que je pense que le TCO de l'électrique va basculer en dessous de celui du diesel pour toute une variété de cas d'usage dans les prochaines années. Et donc, d'un coup, tout le monde va vouloir le poids lourd électrique. Aujourd'hui, la majorité n'en veulent pas en disant c'est un petit peu plus cher. Dès que ce sera un petit peu moins cher, à ce moment-là, tout le monde voudra du poids lourd électrique. Sauf que, en fait, l'appareil industriel ne peut pas passer de 0 à 100% comme ça. Et donc ça risque d'être un appel d'air pour les camions chinois, pour faire court. Exactement. Eh bien voilà, on en reparlera. Merci d'être là, Pascal Pien. J'ai craint que vous n'ayez été bloqué dans les bouchons ou dans quelques manifestations. Vous êtes le président, c'est ça, le président des transports qui portent votre nom, ça tombe bien, et vous êtes le président de l'OTRE Hauts-de-France. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est l'OTRE. Marc Pevion, je vous passe le micro. Alignement des planètes également au niveau de l'État. La réglementation se stabilise. On reproche toujours à l'État que voilà, les choses changent tous les 6 mois. On voit les polémiques sur MaPrimeRénov'. On n'est pas là-dessus, mais tout à l'heure, c'est une question qui a été posée. Oui, on n'est pas sûr si manifestement on l'est. Et en plus, il y a ce projet, vous nous direz où on en est, de loi cadre sur les transports, avec cet article 18 qui fait parfois sourciller les chargeurs et qui impose aux chargeurs, dans leur commande, d'avoir 30%, 35% de transport électrique en 2030. On est à 0,5% aujourd'hui. La marge semble énorme, mais manifestement, ça, selon vous, ça pourrait maintenir cet alignement des planètes pendant les années à venir. Oui, tout à fait. En fait, la loi cadre, c'est le pendant de la réglementation Vecto que les constructeurs ont. Donc nous, on a une réglementation CO2 européenne qui nous oblige à avoir une certaine part d'électrique dans nos ventes croissantes jusqu'en 2040. Et on est les seuls dans la chaîne de valeur à avoir cette réglementation. Et d'une certaine façon, la loi cadre, ça va être une sorte de contrainte sur l'aval de la chaîne pour qu'elle tire aussi la demande. Donc ça paraît être une bonne chose. Après, tout est dans la mise en œuvre de façon à ce que ça se fasse de façon souple et acceptée, quoi. Pour revenir sur la partie réglementaire, donc on a cette réglementation, nous constructeurs, il faut qu'on vende des camions. Aujourd'hui, quand on regarde, donc on fait un très gros effort sur le prix des camions qu'on vend, de façon à ce que le coût de transport en électrique ne soit pas trop défavorable par rapport au diesel, mais aujourd'hui il reste quand même un petit peu au-delà, malgré tous nos efforts. Et donc je pense qu'on a besoin, mais on en parlera avec Pierre Pevion après, on a besoin de plus d'accompagnement public sur le camion électrique. Donc peut-être de renforcer les C2E, peut-être de prendre en compte la recharge privée pour faire des certificats tir verte qui va s'appeler IRIC l'année prochaine, comme ça se fait aujourd'hui sur le B100 ou sur le biométhane. Et puis il y a une chose aussi qui nous tient à cœur, c'est qu'on voit autour de nous, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hollande, que les camions électriques ont soit une exemption totale, soit une réduction sur les autoroutes. Et ça a été notamment en Allemagne, on voit le marché allemand qui est en train de partir, en grande partie à cause de ça. Donc on aimerait qu'un dispositif analogue puisse voir le jour en France. Oui, vous avez piqué le micro à Marc Pevion, à qui j'ai posé la question. Pardon. Marc Lejeune, Renault Trucks, Pierre Pevion. Oui, pardon, j'ai tout mélangé, donc excusez-moi. Donc allez-y. Donc peut-être, pour prendre un petit peu de recul, rappeler pourquoi l'électrique et qu'est-ce que ça apporte très rapidement. Donc déjà, c'est un outil de décarbonation massif. Ça faut le rappeler, quand vous passez d'un poids lourd diesel à un électrique, vous faites moins 100% de CO2 à l'échappement.
Et quand vous prenez tout le cycle de vie, y compris les batteries, vous faites moins 70 à moins 90%. Donc ça, c'est un outil de décarbonation massif. Et quand on passe à l'échelle du parc, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, donc ce n'est pas une réglementation, mais c'est une stratégie, on vise 50% d'électrique en vente en 2030. Et en fait, dans la part de toutes les réductions de CO2 qu'on va devoir faire sur les poids lourds de 2023-2050, l'électrique va faire plus de la moitié du job. Donc 52% des efforts de décarbonation vont être faits avec l'électrique. Et tout le reste, c'est les autres leviers qu'il faut activer en parallèle, hein, le report modal, l'efficacité énergétique, etc. Mais l'électrique va faire 52% et 71% entre 2030 et 2050. Donc on va avoir une vraie accélération de la diffusion de l'électrique, notamment à partir de 2030, parce que c'est là où les TCO vont être inférieurs pour quasiment tous les cas d'usage. Donc c'est massif en termes de décarbonation. Deuxième point, c'est un outil de dynamisme et de souveraineté industrielle très fort. On a 2/3 des camions vendus en France électriques qui sont made in France et 100% qui sont made in Europe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de filières de produits manufacturés qui ont 100% de made in Europe et 65% de made in France. Donc ça, c'est un point avec toutes les vertus que ça a sur le tissu industriel et économique. Et troisième point, on va très vite parce que pas besoin de le rappeler, mais sur la partie énergétique, c'est un outil de souveraineté énergétique aussi massif pour 2 raisons. La première, c'est que quand vous faites 1 km en électrique, vous avez besoin de 3 à 4 fois moins d'énergie que quand vous faites le même kilomètre en diesel. Hein. Et après, cette énergie, c'est l'électricité, elle est produite à 100% en France. Vous importez des batteries, certes, mais quand vous importez une batterie, c'est une fois. Et après, vous faites 1 million de kilomètres ou un peu plus. Quand vous importez du pétrole, vous en avez besoin toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines pour faire le point, pour faire le plein. Et donc, c'est une vulnérabilité qu'on compare souvent entre les métaux et les énergies fossiles, mais qui n'ont rien à voir à la fois en quantité, en euros, quand on fait le calcul, et en type de vulnérabilité. Une fois, on importe la batterie versus toutes les semaines pour le plein. Donc, c'est vraiment super important d'avoir ça en tête parce qu'on ne fait pas ça pour rien. Là-dessus, Pierre, on a fait un calcul côté Renault Trucks que pour un camion de ville, sur toute sa durée de vie, il y a un facteur 5 à peu près en termes de matières premières importées vers l'Europe entre le diesel d'un côté qui force l'importation de pétrole et l'électrique qui force l'importation de quelques minéraux et un petit peu d'uranium, de cuivre, de gaz et de charbon pour l'électricité. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, et il y a un facteur 5 sur l'importation de matières premières. Donc le camion électrique, c'est un outil de souveraineté. Et encore plus si on compte le recyclage, hein, parce que les métaux ne disparaissent pas dans l'air, les hydrocarbures si. Donc sur la réglementation, on pourrait y revenir. Pour l'instant, il y en a une qui a été rappelée par Marc, qui pèse sur les constructeurs à niveau européen. En France, il y a un projet d'article 18 dans la loi cadre qui sera en discussion en Sénat la semaine prochaine, donc qui n'est pas encore dans les faits, qui vise à aussi embarquer les donneurs d'ordre, les chargeurs. Oui, il n'y a pas que les chargeurs, il y a les commissionnaires, les donneurs d'ordre, effectivement. Et effectivement, l'idée, c'est de donner de la visibilité à toute la filière et surtout de garantir, de sanctuariser un marché pour sécuriser les transporteurs, parce que quand on achète un poids lourd, on a besoin d'être sûr, pour gagner les gains OPEX en TCO, d'avoir un client pour au moins 5 ans. Et donc ça, cet article-là vise à donner cette visibilité en donnant le signal aux chargeurs de s'engager petit à petit, 0,5% en 26, 1% en 27. C'est pas un signal, c'est une obligation, mais est-ce qu'il y a des sanctions derrière si les objectifs ne sont pas atteints? Pour l'instant, ça n'a pas été écrit comme ça, il n'y a pas de sanctions. Après, ça sera discuté au Sénat. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais l'objectif, c'est pas que les chargeurs soient en dessous des pourcentages. Là, on est sur des pourcentages qui sont assez raisonnables, qui sont très progressifs. On va passer de 0,5 à 35% 30% en 2035. En 10 ans, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Après, comme on l'a rappelé, le problème, il n'est pas du côté de l'offre. Tous les constructeurs ont électrifié leur gamme produit. Donc, on a des camions électriques en vente. Ils ont investi dans l'outil de production. Donc là, le sujet, c'est la demande. Et la demande, vu qu'on est en vente, ça peut très vite basculer. Quand on aura des TCO qui sont inférieurs à celui du diesel, et nous, le point de vue de DGE, c'est qu'on ne doit pas être juste à la parité TCO, on doit aller au-delà. On doit avoir un premium TCO de 10-20% pour plusieurs raisons, mais c'est nécessaire d'aller au-delà de la parité TCO. Quand les prix d'acquisition vont baisser aussi, peut-être avec plus d'aide. Donc ça on c'est la demande de votre voisin de soutenir un peu plus les constructeurs. L'offre, votre voisin ne s'estime pas suffisamment soutenu. Je pense je ne parle pas à sa place, mais le principal sujet, c'est la demande. C'est que le marché décolle. Et aussi, le soutien va aider la demande, justement. Certes. Mais hier, le représentant des grossistes de France disait bah oui, mais on a tout soutenu. On n'est passé que par le soutien à la demande, alors que c'est l'offre qu'il aurait fallu soutenir. Bon.
Je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu des soutiens à l'investissement, il y a des projets d'innovation de R&D. Là, le sujet, quand on parle aux constructeurs, il est plutôt du côté du décollage du marché. On est à 2%, avec tous les avantages de l'électrique dont on parle. On est toujours à 2% d'électrique en vente en 2025. D'autres pays, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, etc., sont déjà à 10%. Donc on voit que dans des économies assez proches, ça peut vite décoller si les conditions sont réunies. Et Je précise que sur les aides, la France est quand même plutôt bien placée aujourd'hui dans tous les pays européens dans lesquels on vend. Donc on est parmi les 4-5 meilleurs pays européens en termes d'aide, mais visiblement, ce n'est pas encore suffisant. Ah, au téléphone, vous ne me disiez pas tout à fait la même chose. Hein. Monsieur Pien, vous êtes transporteur. Alors l'électrique chez vous, c'est quoi? Alors, nous venons d'inaugurer notre station de recharge pour un premier camion électrique. Alors pour le coup, je vais vous décevoir, c'est un Iactros. C'est-à-dire? C'est un Mercedes. Alors, bon, la différence, tous les constructeurs aujourd'hui proposent des solutions de décarbonation électrique. Mercedes était parti d'une feuille blanche et donc on n'a plus d'arbre de transmission, etc. Donc les moteurs sont dans les roues, dans les essieux arrière. Bon. Juste rappeler une chose. L'important, c'est que les chargeurs nous aident à nous aider dans la décarbonation. Aujourd'hui, nous avons 80% de la flotte qui est décarbonée avec des biocarburants. Nous avons la charte, le label Objectif CO2. Ouais. Donc, lorsque vous répondez aux appels d'offres auprès des clients, vous devez cocher la case verte. Mais au moment où vous passez sur la partie transport, on vous dit, écoutez, vous ferez sur les 10 transports, vous en ferez 5 en B7 et le reste en B100. Puisque le B100 est plus cher que le B7, comprenez-vous? Donc si les chargeurs ne sont pas contraints d'accompagner la décarbonation, on n'y arrivera pas, nous, tout seuls, transporteurs. Vous parlez des tracteurs et des véhicules électriques, mais il y a également toute la partie infrastructure autour. Il y a la station de recharge qui coûte cher, il y a les VRD, il y a l'abonnement à l'électricité. Vous avez le transformateur que vous devez remplacer parce qu'il doit être suffisamment puissant pour vous alimenter. Tout ça, ce sont des coûts qu'il va falloir amortir. Et pas uniquement avec nos camions, mais aussi en ouvrant en semi-public à d'autres transporteurs qui viendraient biberonner chez nous. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'infrastructure en zone courte, ça fonctionne. Un camion en zone courte, nous, celui-ci, il va faire 400 km jour pour 500 km d'autonomie. Donc, le TCO n'est pas encore au niveau du diesel, évidemment. Le client doit nous accompagner avec une augmentation tarifaire. De combien? Chez nous, on est de 30 à 40%. Ah oui, quand même. Quand même. Sinon, on ne pouvait pas y aller. Quand même, hein. Mais il y en a très peu des clients comme ça. C'est ça le problème. Alors, j'ai pas précisé, vous faites du transport surtout de médicaments et de cosmétiques. Oui, tout à fait. Donc, de clients qui, a priori, sont pas impécunieux, n'ont pas de problème de trésorerie. Non, les gens sont toujours malades, donc a priori, les médicaments se vendent toujours. Et ceux qui achètent du parfum continuent à les acheter. Bon, donc c'est plutôt. Alors, comment bon ça s'est passé? C'est intéressant, ça, la négociation. Vous êtes arrivé en disant, voilà, moi, mon coût augmente de autant, donc je vous augmente la facture de 30%. Ils ont hurlé, ils ont fait une attaque. J'avais commencé un peu plus haut, donc on est arrivé à l'objectif. Non, l'important c'est je n'arrive pas à faire passer l'amortissement du coût de la station. Donc je suis obligé de l'amortir en accueillant d'autres clients. Plus que le coût du camion. Oui, c'est ça. Le camion, ça va à peu près. Alors, en fait, ça va changer notre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on achetait nos camions et on les revendait sur un marché secondaire. Demain, avec les camions électriques, on n'ira pas de marché secondaire. On va garder nos camions jusqu'à l'usure. Pourquoi il n'y aurait pas de marché secondaire? Parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, un Africain ne va pas vous acheter un camion électrique. Oui, mais un autre Français, Européen. Ou un gars des pays de l'Est. En fait, l'idée, c'est que le camion électrique, aujourd'hui, 60% du prix du camion, c'est la batterie. Oui. On ne sait pas, on sait que la batterie est faite pour 1 200 000 km. C'est ce qu'on nous dit. Mais peut-être que dans 6, 7, 8 ans, on nous proposera des kits pour remplacer la batterie et refaire une seconde vie avec le châssis et la cabine. C'est un peu les espoirs que l'on a. Mais comme ceux qui ont commencé dans le gaz et qui parfois se sont mordis les doigts, on est un peu précurseur et un peu bêta-testeur sur l'électrique. On ne sait pas où on va. Donc demain, on aura plutôt intérêt à louer les camions plutôt qu'à les acheter pour qu'ils nous collent comme un chewing-gum à la semelle au bout de 10 ans. Voilà. Vous achèteriez, vous loueriez un service, c'est-à-dire le camion, la recharge, la batterie, tout ensemble. Le camion loué avec ses prestations de service d'entretien, c'est pareil, on a un modèle qui va évoluer. Aujourd'hui, on faisait beaucoup d'entretien chez nous dans nos propres ateliers. Demain, avec le camion électrique, on va devoir retourner davantage chez le concessionnaire. C'est encore un autre mode, donc on va devoir gérer différemment nos coûts.
Ça change quand même beaucoup de choses pour vous, transporteurs. Les camions étaient à vous, ils ne seront plus à vous. Le plein, finalement, c'est pas vous qui allez vraiment le gérer, c'est une société tierce qui va gérer le temps de recharge. Enfin, ça change beaucoup de choses. Ça change le modèle. Le TCO qu'on avait hier sera un peu différent demain. L'important, vous en parlez, c'est le coût de l'électricité. On va y venir. Quand on maîtrise le coût de l'électricité en rechargeant uniquement chez soi, on sait où on va. Aujourd'hui, partir en zone longue avec un camion électrique, c'est très hasardeux parce que vous ne savez pas à quel prix vous allez acheter l'électricité sur son parcours. Et le prix de l'électricité peut vite varier et faire passer votre transport de bénéficiaire à déficitaire. Je voulais sur la question de votre rapport à votre métier, mine de rien, vous faites une partie de votre métier sera déléguée ou serait déléguée à une société tierce. Avant, vous étiez tout seul face à votre chargeur, à votre client. Là, il y aura une société qui gérera la recharge, qui gérera la location du camion. Est-ce que vous serez encore tout à fait transporteur comme vous l'êtes aujourd'hui ? On espère qu'on le conservera. On aura toujours un tracteur dans le camion. On a encore un conducteur dans le camion. On ne sera pas encore au camion totalement autonome, sans personne dedans. Vous parlez de la charge électrique. Certains transporteurs se disent, c'est pas grave, je vais demander à mon client de me charger en électricité quand je suis à quai chez lui. Si tant est qu'il ait une borne et qu'il veuille bien. Et qu'il veuille bien. Mais demain, comment allez-vous gérer la part de l'électricité dans le prix de transport ? On a eu tout un mal, on a eu 15 ans pour habituer nos clients à avoir une clause gasoil diesel. Demain, on va leur dire, tiens, on vous met une clause gasoil électrique. C'est encore une autre étape, ça. Axel Nicolas Leménian. Alors, EDF, voilà, vous, c'est un peu ce que vous proposez, et la borne au dépôt, et la gestion de la recharge. Pas encore la location du camion. Non, on va y venir. On y viendra, mais si on commence déjà par la recharge, donc bonjour à tous. Enchanté d'être là. Sur la recharge, effectivement, c'est ce qu'a très bien rappelé Pascal, je pense. Les choses essentielles que j'ai entendues là jusqu'à présent, c'est une vraie transformation. C'est une vraie transformation et c'est pas immédiat. Ça bouleverse tout le métier du transporteur, sa relation avec ses chargeurs, sa relation avec les concessionnaires. Et donc c'est une grosse transformation qui va prendre du temps. On n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut démarrer assez vite. C'est ce que j'ai retenu moi des échanges précédents. Concernant la recharge, effectivement, on a en gros 3 solutions de recharge pour un poids lourd. Le premier, et qui est le moins cher, c'est de le faire au dépôt, donc là où, à l'adresse de la carte grise du camion, on va dire. Là, on propose des solutions pour faire en sorte que l'investissement soit le plus transparent possible, le plus faible possible, avec des solutions qui permettent, par exemple, ce que vous aviez cité, de faire en sorte que les bornes de recharge qui sont installées, elles servent essentiellement la nuit, je vais faire court, quand les camions rentrent pour recharger les camions du transporteur. Et en journée, elles ne sont pas utilisées. Et donc, quitte à être là et raccordées et avec un contrat d'électricité, elles peuvent servir aux collègues transporteurs qui sont de passage vers ce dépôt pour se recharger. Et donc, ce qu'on va proposer, nous, c'est des solutions qui permettent aux transporteurs de ne pas avoir à gérer la refacturation de ces recharges, je vais dire, occasionnelles. Ça, c'est la première solution et c'est celle qu'il faut vraiment généraliser en premier parce que c'est celle qui coûte le moins cher et c'est celle qui coûtera durablement le moins cher. On va reparler du prix après. La deuxième solution, c'est effectivement ce que nous, on appelle la charge à destination, c'est-à-dire chez vos clients, chez les logisticiens, les grands entrepôts, chez les chargeurs. Et là, c'est pareil, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va proposer à ces acteurs-là, c'est d'installer des bornes de recharge, de ne pas leur faire payer et de facturer à prix coûtant la recharge aux transporteurs qui viennent soit décharger leurs marchandises. Ça permet justement d'avoir dans la négociation avec le chargeur, il y a une part de l'énergie qui sera chez lui, mais qui ne sera pas gratuite, qui vous sera facturée. En revanche, on va pousser à faire en sorte que ce soit au prix coûtant. Ça ne sert à rien pour le client du transport de faire payer, de marger sur quelque chose qui va lui être refacturé après.
Ça, c'est les deux solutions qui permettront d'avoir des solutions durablement économiques. Et puis après, la troisième solution, c'est ce qu'on appelle la grande itinérance. C'est quand on n'a pas le choix. Si je dois aller d'un point A à point B, l'autonomie de mon poids lourd, malgré tous les efforts qui ont été faits par les constructeurs récemment, il ne permet pas de le faire en une fois. J'ai besoin d'une recharge. Ben là, il va falloir que je me recharge. Et tout le travail va être de faire en sorte que cette recharge soit le plus économique possible. Mais on n'arrivera jamais au niveau du dépôt et de la destination, parce qu'on va payer un loyer dans des endroits qui sont intéressants pour les flux logistiques, et il va falloir des bornes extrêmement puissantes pour pouvoir faire en sorte que le conducteur s'arrête le moins longtemps possible. Monsieur Pierre. Et donc, Oui, je voulais compléter vos propos. Souvent, on dit oui, le camion électrique, c'est la solution puisque on n'a plus de vidange, on n'a plus d'AdBlue. Finalement, on va plus consommer de frein puisque avec voilà. Mais il faut pas oublier que les pneumatiques sont pas les mêmes. On va bouffer du pneu et les pneus sont plus chers que les pneus classiques. Pourquoi on boufferait du pneu et pourquoi il y a des pneus spécifiques Parce que le véhicule, lorsqu'il va ralentir, c'est comme un chariot élévateur hydraulique. Quand vous levez le pied, hop, ça ralentit tout seul. Ouais. Donc le grip sur les pneumatiques va être supérieur par rapport à un diesel. En fait, on a habitué nos conducteurs à l'éco-conduite en diesel. Ils vont devoir changer leur mode de conduite pour recharger les batteries en levant le pied. Mais quand on relève le pied, les freins sont sollicités, enfin, les pneus sont sollicités. De la même manière, si on conduit ça comme une GTI, il y a beaucoup de couples. Hein. Un véhicule électrique, c'est 800 chevaux en diesel, si vous voulez. Donc tous ceux qui rêvaient de Scania V8 vont être contents de rouler en électrique, mais s'ils n'adaptent pas leur conduite, les pneus vont fondre comme beurre au soleil. Voilà. Marc Lejeune, vous confirmez? Oui, il y a aussi le facteur poids, c'est-à-dire qu'il y a le poids des batteries qui va augmenter un petit peu l'usure des pneus. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pneus spécifiques électriques sur le marché aujourd'hui. Si, les pneus ne sont pas les mêmes, je vous confirme. Alors, les fabricants ils mettent une étiquette compatible électrique, mais je ne suis pas sûr que ce soit une formulation En tout cas, si ce sont les mêmes, ils vont fondre plus vite qu'avant. Il y a une petite augmentation du budget pneu, mais quand on regarde dans le contrat d'entretien, nous on vend nos contrats d'entretien en électrique inférieurs au diesel, puisque justement il n'y a pas de vidange, etc. Et après, effectivement, dans l'autre sens, il y a un tout petit peu budget de pneus en plus. On en revient aux bornes, monsieur Le Ménion. Ouais. Donc, sur les bornes en itinérance, en plus, voilà. le problème, c'est le coût de l'électricité, très élevé. Alors, le coût de la centimes, recharge. Le coût de la recharge, parce que, en fait, quand 33 centimes au minimum, hein, le prix le plus bas sur autoroute, au kilowattheure, non? Ouais, en négociant, on arrive à avoir moins que ça. Mais ce que je voulais dire... En négociant avec EDF. En négociant avec l'opérateur de la recharge. Parce qu'en fait, dans les 33 centimes, ce n'est pas le prix de l'électricité que vous payez. C'est le prix de l'électricité, bien sûr, mais en plus, l'infrastructure de recharge et puis, encore une fois, le loyer de l'emplacement. Et donc, la première chose qui va se passer là, et on en parle avec les services de l'État, on en parle avec beaucoup de monde, c'est que l'offre va augmenter. Et en augmentant l'offre, normalement, le travail du marché va faire en sorte que le prix va baisser ou en tout cas rester à ce niveau-là. Ça, c'est très important. Il y a plein de choses qui sont en route pour augmenter l'offre. Et nous, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas présent sur la grande itinérance, le groupe EDF. Et on va... Il n'y a pas de C2E possible en itinérance, c'est ça? Comment ? Il n'y a pas de C2E possible? Non, alors les aides sont disponibles via le programme Advenir, financé par les C2E en effet, mais aujourd'hui, nous, on n'avait pas encore investi à ce niveau-là. Donc on va le faire, on a des annonces qui vont arriver très prochainement pour expliquer ce qu'on va faire. Mais, et d'autres acteurs, on travaille avec d'autres acteurs, dont certains sont dans la salle, pour que ces réseaux se développent et maintenir une offre, à la fois en termes de couverture, donc pour que tous les flux logistiques puissent être couverts, et puis aussi en matière d'offres et demandes pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Après, sur la partie dépôt et entrepôt, là, on va pouvoir travailler sur le prix de l'électricité. Donc, qu'est-ce qui fait le prix de la recharge? Donc, il y a effectivement l'investissement. Vous avez parlé du poste de transformation. Donc, beaucoup de transporteurs vont devoir ou changer ou installer un poste de transformation. C'est un coût significatif, de l'ordre de 100 000 euros. Il y a un raccordement, parce qu'aujourd'hui, le raccordement qui est fait au réseau est souvent insuffisant par rapport aux besoins qu'il va y avoir quand les camions seront électriques. Et puis, il y a les bornes en elles-mêmes. Et après, on travaille à faire en sorte d'optimiser tout ça, de manière à ce que
Donc nous on travaille, on a beaucoup de clients, on a la chance d'avoir beaucoup de clients, on vend pas mal de bornes, donc du coup on achète en grande quantité les bornes, donc on négocie beaucoup, donc ça c'est des choses qui évoluent, plus ça va, plus les tarifs des bornes deviennent intéressants et permettent d'offrir un prix compétitif. Et puis le dernier sujet, c'est le prix de l'électricité en lui-même. Et le prix de l'électricité, on travaille, donc ça pour le coup c'est un métier historique qu'on connaît depuis bientôt 80 ans, puisqu'on fête nos 80 ans la semaine prochaine, pardon. L'électricité, ce qu'on fait, c'est que via une de nos filiales qui s'appelle Drive, on pilote la recharge pour la recharge où on a du temps, c'est-à-dire essentiellement au dépôt, de manière à placer la recharge au moment où l'électricité coûte le moins cher. Et ça permet d'arriver à des gains suivant les cas de figure. Donc je ne peux pas vraiment donner de chiffres parce que ça dépend vraiment du métier du transporteur. Mais on est sur des gains entre 15 et jusqu'à parfois 30% de réduction sur la partie électricité pure. Ce qui est extrêmement significatif et ce qui va contribuer de manière importante à amener un TCO, donc un coût d'utilisation le plus proche possible du diesel. Marc Lejeune. Je précisais que le smart charging, donc le fait de décaler sa charge, c'est bon pour votre budget, mais c'est aussi bon pour l'usure des batteries. Parce que ce qui use une batterie, c'est d'être maintenu à 100% de soc toute la nuit en chargeant, en rentrant en dépôt à 17h. Je voudrais juste compléter ce que Axel a dit avec deux chiffres sur ce qu'on voit de la moyenne de nos clients aujourd'hui sur les infras de recharge. En faisant un calcul, en général, ils font un calcul d'amortissement sur 8 ou 10 ans avec une petite valeur résiduelle. Si on a un transfo, ça peut aller jusqu'à 40 ans. Les clients qui utilisent nos camions, qui ont des chargeurs embarqués avec juste un boîtier AC au mur, ils comptent en général entre 2 et 3 centimes d'euros en plus par kilowattheure pour amortir le boîtier, le câble et puis la connexion au réseau. Les clients qui choisissent d'aller en DC, donc ont des chargeurs DC, sur nos camions, c'est du DC de 150 kW. En courant continu. En général, ils comptent à peu près 8 centimes d'euros en moyenne, en plus du prix d'électricité, pour amortir leur infra sur 10 ans. Le AC, le courant alternatif, c'est 8 centimes d'euros par kilowattheure, pardon. AC, courant alternatif, c'est plutôt recharge lente, c'est ça? Et DC, courant Tout à fait, continu. parce que nous, on a des chargeurs 43 kW en AC, donc c'est pour charger votre camion la nuit. Le DC, ça peut servir à la charge la nuit, à 70-80 kW, mais ça sert surtout dans la journée à biberonner rapidement pendant la pause de midi, typiquement. D'accord, je vais passer la parole à la salle, mais Monsieur Leménian, vous avez cité le réseau. Est-ce qu'il y a des endroits, compte tenu de l'état du réseau, où on ne pourra pas mettre de bornes, en particulier de bornes rapides? Ou est-ce que le réseau est toujours en capacité de s'adapter, nonobstant le coût? Non, alors, c'est comme globalement ce sujet de l'électricité, c'est un sujet qui s'anticipe et qui prend un petit peu de temps. Est-ce qu'il y aura des déserts en matière de bornes, comme il y a des déserts médicaux en France? Il n'y aura pas de désert électrique. Il n'y a pas de désert électrique et il n'y aura pas de désert électrique. La seule chose, c'est qu'il y a des zones en France qui sont extrêmement denses en termes de logistique, on va dire, dépôts, entrepôts, etc., et qui n'ont pas forcément le réseau électrique à la hauteur de ce qu'il faudra dans 15 ans, 20 ans, etc. Et donc il y a des renforcements de réseau qui sont à faire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on sait modéliser où seront les besoins demain et après-demain. Et ces modélisations ont été faites. Elles ont été faites en coordination avec les services de l'État, notamment la DGITM, enfin le ministère du Transport. Et on est en train de valider tout ça de manière à pouvoir engager les travaux qui vont bien au niveau des réseaux de transport et de distribution, afin que le jour où les camions seront là en grande quantité, le réseau soit prêt. Voilà. Donc c'est des choses qui s'anticipent. Et on travaille, et d'ailleurs dans la loi 4 dont on parlait tout à l'heure, de l'article 18, il y a d'autres textes qui sont prévus pour pouvoir permettre ça. Et donc l'écosystème est en marche pour faire en sorte que le réseau électrique soit prêt quand il y en aura besoin dans quelques années. Aujourd'hui, avec les volumes de poids lourds, et même si on est à 50, c'est combien vous m'aviez dit 30 ou 50% de ventes dans les prochaines années, il n'y a pas de sujet court terme. La France est un pays où il y a une part significative des chauffages qui sont électriques et donc le réseau électrique est dimensionné pour. Les recharges poids lourds s'insèrent très bien dans cet environnement et donc pas de souci pour électrifier dès maintenant et on se prépare pour les années qui viennent.
peut imaginer que les poids lourds fassent l'inverse aussi, balancent leurs électrons excédentaires sur le réseau. Alors c'est une très bonne remarque, le V2G, l'injection depuis les poids lourds. Alors aujourd'hui ça n'existe pas de manière industrielle. On commence à regarder ce sujet parce que ça va être des quantités significatives de batteries. Il faut arriver à trouver un modèle économique. Ce qui est certain, c'est que dans certains pays, en fonction du mix énergétique, le modèle économique arrivera plus vite qu'en France. Donc du coup, on surveille beaucoup ça. On travaille avec nos collègues constructeurs, avec les énergéticiens, d'autres énergéticiens, pour arriver à prévoir ça. Pas dans les prochaines années, mais un jour sans doute. Camion qui alimenterait et son propre dépôt et le propre siège social en électricité. Oui, monsieur Pien, ensuite je passe la parole à la salle. Oui. Je voulais rappeler tout à l'heure les aides dont on parlait. Oui. Nous, on a franchi le pas parce qu'on a pu répondre à un appel à projet de l'ADEME concernant les entreprises de moins de 250 salariés. Et donc, ça nous a aidés à franchir le cap. Pour mémoire, en Allemagne, le parc s'est beaucoup électrifié parce que le gap entre le prix d'un diesel et le prix de l'électrique était compensé par une subvention de l'ordre de 80% de la différence. Donc, c'est une aide qu'on n'a pas retrouvée en France. Et les Allemands ont arrêté par contre, ils ont arrêté complètement ça, l'aide au CAPEX. Maintenant ils font de l'aide à l'OPEX par la réduction du péage au château. Voilà. Donc moi je change de casquette, président de l'OTRE Hauts-de-France. Donc tout le monde connaît la FNTR qui concerne essentiellement les grosses entreprises, l'OTRE et la Fédération des entreprises PME familiales. L'essentiel des camions qui roulent en France sont la propriété de PME. Donc on ne franchira pas le cap de l'électrification sans aider les PME à être partenaires de l'électrification. Oui, alors rapidement. Oui, très rapidement, mais depuis l'année dernière, on a transformé ces programmes européens en fiches C2E qui sont ouvertes à tous, très accessibles, puisque en fait, c'est le concessionnaire qui gère l'essentiel, je crois, pour le transporteur. Et donc, en tout cas, il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas d'incertitude, c'est-à-dire dès que vous passez commande, vous savez exactement combien vous allez toucher d'aide. Les montants sont quand même significatifs, de l'ordre de 60 000 € pour un tracteur. Après, on a conscience, nous, en tant qu'obligés, donc c'est nous qui achetons les certificats, et en discutant avec l'écosystème, donc les fédérations, les transporteurs, les constructeurs, que le gap n'est pas suffisant. Il manque un petit quelque chose, mais on y travaille et il y a peut-être des annonces qui arriveront prochainement sur le fait que, dès la semaine prochaine peut-être, sur le fait qu'il y ait des augmentations de ces aides, et qui, je rappelle, sont vraiment hyper accessibles, très simples d'accès et sans incertitude, parce que par les programmes européens, les appels à projets, tant que vous n'aviez pas la réponse, vous ne saviez pas si vous seriez ou non aidé. Messieurs, dames, y a-t-il des questions? Voulez-vous Oui, le micro arrive. Il sera là dans... Va-t-il courir? Non. Va-t-il... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Merci pour le micro. Bonjour. J'ai deux questions en fait même. Présentez-vous, s'il vous plaît. Jérôme d'Orléans, je suis directeur supply chain dans le medical device. Donc je suis consommateur de transport. Voilà. J'ai deux questions. La première, c'est, je fais le lien avec la conférence précédente. Si on dit 300 TWh pour compenser le remplacement du gasoil, sachant qu'un EPR, ça doit faire 10, 12, 10, 15 TWh, selon Wikipédia, il faudrait 20 ou 30 EPR. Est-ce qu'on va avoir assez de production d'électricité en cumulant l'hydraulique, l'éolien, etc. Ça, ce sera pour EPR. Nicolas Meunier. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, plus pour un transporteur, c'est est-ce que je ne dois pas aller jusqu'au bout de la logique en termes d'équipement, à savoir, je deviens mon propre producteur d'électricité pour sécuriser mon coût de l'électricité. Je mets des panneaux solaires, j'ai des bornes de charge bidirectionnelles, j'ai peut-être une batterie chez moi qui, pendant la journée, se recharge, et la nuit, je transfère de la batterie A à la batterie B. Voilà, deux questions. C'était une question que je m'étais mis en réserve. Merci de m'avoir coupé l'herbe sous le pied. Je veux bien répondre à la deuxième partie. Allez-y, monsieur Pien. Donc, effectivement, on a un projet de ombrière photovoltaïque sur notre parking qui va permettre de générer l'électricité qu'on pourra réutiliser pour charger nos véhicules. Je vous rejoins sur la... Ce sera suffisant, avec un coût fixe. Ce sera suffisant en termes de surface photovoltaïque? Ça ne suffira pas, mais ça viendra baisser mon coût énergétique. Voilà. Nicolas Meunier, c'est une partie de la réponse à la question. Est-ce que voilà, les EPR, on a déjà du mal à en faire un? Pardon pour EDF. Pourtant, j'aime bien EDF et j'ai rien contre le nucléaire. Mais bon, ça a l'air compliqué vu comme cela. C'est une question de modélisation et c'est une modélisation qui a été faite. Alors, c'est une question qui est très pertinente actuellement où, avec la guerre au Moyen-Orient, on a un petit problème d'hydrocarbures et soudainement, en fait, on se dit mais
est-ce qu'on ne devrait pas électrifier, donc électrifier les poids lourds, mais aussi électrifier tout un tas d'autres secteurs en France? Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter notre taux d'électrification? Et en fait, ça fait partie d'un plan du gouvernement en concertation avec RTE et EDF. Et aujourd'hui, on est en retard sur notre électrification. Donc en fait, la réalité aujourd'hui, en 2025, l'année dernière, on a eu un taux d'exportation d'électricité qui était un record jusqu'à présent, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à électrifier assez. C'est les Allemands qui sont contents. Alors, les Allemands, puis il n'y a pas que, heureusement. Mais en tout cas, on a une réserve. Et même si on continue sur l'avenir, oui, il va y avoir une augmentation de la consommation d'électricité dans les transports par les poids lourds, par les voitures aussi. Mais en parallèle de ça, dans le logement... Pardonnez-moi, hein, c'est une centaine de térawattheures qu'on exporte, qu'en fait qu'on n'utilise pas. Oui, c'était 80, 93. 93. J'ai la chance d'avoir juste à côté de moi Axel qui connaît tous les chiffres par cœur. Donc en fait, il va y avoir une compensation entre cette demande de térawattheures pour le transport par une réduction de la demande dans le logement, avec l'augmentation de l'isolation, qui va permettre de compenser en fait la demande supplémentaire, sachant qu'en parallèle, il y a quand même l'objectif actuellement d'atteindre 650 TWh de production à l'horizon 2035-2040. Enfin, en même temps, c'est pas la réno énergétique des bâtiments et pas un triomphe. Hein, c'est un peu lent. Oui, bah c'est exactement le problème, c'est que pour l'instant, on est un peu trop lent dans la rénovation énergétique, on est un peu trop lent aussi dans l'électrification des différents secteurs et pas que le transport. Donc il faut accélérer et je crois que hier le Premier ministre a lancé un plan pour essayer d'accélérer à toute vitesse l'électrification, puisque pour l'instant on a une dépendance aux hydrocarbures. Enfin, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais là ça se montre de manière de plus en plus cruelle. On avait déjà eu une crise énergétique en 2022 à l'époque de la guerre en Ukraine, là on en a une deuxième en 2026 et en fait tout laisse à penser que ça va s'accélérer. Donc en fait, cette dépendance aux hydrocarbures, elle induit une instabilité et un risque très fort pour tous les secteurs, et en premier lieu le transport. C'est au pied du mur qu'on accélère finalement. Oui, et puis surtout, là, il faut accélérer pour anticiper l'avenir, parce que sinon, après, il sera trop tard. Petite question pour rebondir sur la question que vous avez posée, la réponse que vous lui avez apportée, Monsieur Pien. Est-ce qu'on peut raisonnablement, comment dirais-je, autoconsommer ou autoproduire pour alimenter 1-2 camions? C'est possible? Je pense qu'on peut en partie, effectivement. Enfin, la réponse était. Est-ce que ça se dimensionne, ça? Alors ça peut se dimensionner, mais ça se dimensionne aussi en accord avec l'ensemble du réseau électrique. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux d'échelle et là-dessus, je pense que Axel pourra peut-être compléter s'il le souhaite, mais pouvoir produire à l'échelle locale, c'est intéressant, mais on a aussi des effets d'échelle quand on produit de manière beaucoup plus concentrée dans certains lieux de production. Et puis il y a aussi l'enjeu des réseaux, en fait. C'est-à-dire que les réseaux RTE aujourd'hui sont dimensionnés pour pouvoir amener l'électricité de la production vers la consommation. Ils ne sont pas forcément dimensionnés pour aller dans l'autre sens. Alors ils y travaillent, ils échangent, mais je pense qu'à l'échelle d'un transporteur, il faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre avoir une partie d'autoconsommation qui permet d'alléger sa facture ou avoir un tarif intéressant auprès d'un énergéticien. Monsieur Pevion. Juste pour aller dans ce sens-là, si on ramène les ordres de grandeur des trajectoires, c'est très rapide l'électrification visée, mais ça reste très progressif, parce que 50% des ventes en 2030, ça veut dire que 10% du parc en 2030, donc ça veut dire qu'en 2030, on aura encore 90% de thermique. Donc certes, c'est très rapide, parce qu'on part de très bas, donc c'est un doublement tous les ans, mais en ordre de grandeur par rapport à d'autres secteurs, c'est pas si problématique, en tout cas sur la partie énergétique. Tout ça a été calculé, modélisé, il n'y a pas de facteur limitant. Quand on prend d'autres filières, par exemple, je prends juste un exemple, le B100, je crois qu'un camion B100, c'est 25 à 30 hectares de colza. Donc là, on a un facteur limitant foncier. On parle souvent du foncier pour les bornes, mais le foncier pour la biomasse, là, le facteur limitant, il est déjà ici. Alors pourquoi est-il toujours autant défiscalisé ou aidé, le B100 ? Je crois que, comme l'a dit Antoine Dupont, le Parlement est souverain, donc c'est une question pour le législateur. Ce qu'on voit et ce qui est intéressant, et on le publie aujourd'hui dans un document, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend toutes les aides publiques à tout moment de la chaîne de valeur, on a 2 fois plus d'aides publiques pour un camion B100 que pour un camion électrique. Ce n'est pas des aides qui vont aux transporteurs, c'est des aides qui vont aux énergéticiens. Donc un tracteur B100, c'est 220 000 € d'argent public sur le cycle de vie. Un poids lourd électrique, c'est 2 fois moins. Le HVO, c'est au niveau du B100 un petit peu moins. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux et d'incitations économiques historiques qui sont allés sur la biomasse, moins sur l'électrique, ce qui explique aussi qu'on est un peu en dessous
des dynamiques, alors que les TCO natifs, si on enlève toutes les aides publiques, aujourd'hui le TCO électrique est plus avantageux que le TCO baissant ou HVO. Une dernière question. Attendez. Une dernière question. Oui, non. Oui. Alors ce sera une question courte parce qu'il me reste 2 minutes. Donc une réponse courte. Si tant est que ce soit possible. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Mathieu Morel, consultant SIA Partners. Juste une petite question alors. Qu'est-ce que vous pensez du MCS, du Megawatt Charging System? Le MCS, les bornes très rapides, c'est Oui, tout à fait. Donc c'est un système qui permet de monter aujourd'hui jusqu'à 1000 ampères et à peu près 800 volts, enfin 700-800 volts. Donc on est à 700-800 kilowatts. C'est un système qui est différent du système voiture qui s'appelle CCS parce qu'il a des câbles plus gros et refroidis. Donc il permet dans la durée de charger le camion et il permet pendant 40 minutes de la pause déjeuner de recharger le camion pour 400-500 km. Donc évidemment, on est très favorable au MCS. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 sites en Europe qui proposent du MCS, 8 sites de recharge. Les camions qu'on proposera, le routier, nous on sort cette année un camion qui aura 600 km d'autonomie et qui sera équipé de prises MCS, donc il pourra se recharger sur ses premières stations publiques. Donc mieux que Mercedes. Voilà. Mercedes le propose aussi. Mais tous les constructeurs le proposent en fait. Vous c'est mieux, enfin j'essaie de vous vendre un peu. Tous les constructeurs sont en train de proposer des camions qui ont 500-600 km d'autonomie. Et donc le MCS, c'est l'avenir du camion long routier électrique. Ce sera le dernier complément. Un complément du point de vue du chargeur, enfin, il ne faut pas que j'utilise cela, de l'opérateur de recharge, c'est qu'il permet aussi d'optimiser les mètres carrés. C'est-à-dire qu'en gros, avec un MCS qui charge à 1 méga versus un CCS qui est aujourd'hui à 500, on va dire, on peut passer 2 fois plus de camions sur la même borne et donc sur le même emplacement. Et donc dans les endroits où il y a une grosse contrainte foncière, ça permettra aussi d'optimiser les rotations. Et je voudrais juste dire un mot sur la dispo de l'électricité, désolé, mais je vais donner 2 chiffres parce que pour bien remettre les réalités au bon niveau, si on arrive à électrifier à la hauteur de ce qu'on souhaite, l'ordre de grandeur de la consommation électrique de tous les poids lourds, c'est 10 TWh. La consommation de la France actuellement, c'est 465. On a exporté 90 l'année dernière, donc on en a exporté 9 fois plus qu'on a besoin si on fait la trajectoire la plus optimiste. Je parle à 2035. Ça, c'est le premier chiffre que je voulais partager. Et le deuxième, c'est que chaque année, on installe plus de capacité de production, notamment en solaire et en éolien, de l'ordre de 6-7 gigawatts, qu'on installe de bornes, tout compris, c'est-à-dire les bornes de recharge au dépôt, à l'entrepôt, pour les véhicules légers, pour les véhicules particuliers, à la maison, tout compris, on est de l'ordre de 4 à 5. Donc aujourd'hui, la production avance plus vite que la conso en termes de puissance. Et donc, pas de souci, l'électricité sera là aujourd'hui, demain, après-demain, pour accompagner l'électrification. Bon, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Une réalité industrielle qu'on mesure chaque année déjà aujourd'hui et qui est projetée avec des investissements prévus et validés par l'État pour les 10 années qui viennent. Vous confirmez, hein, Nicolas? Très bien. Donc on a bien fait de fermer Fessenheim finalement. Là. Voilà. Et puis Super Phoenix aussi. Bon, enfin bref. Merci. Merci à tous. Merci messieurs. Rendez-vous dans 1 heure. Où on parlera, toujours en ma présence, d'un concurrent du camion électrique, l'IA. Voilà, l'IA qui sollicite beaucoup et qui nécessiterait beaucoup de PR d'ailleurs. Merci, bon appétit. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen.